Shalom à vous, bienvenue sur le plateau de la TFC dans l'actualité ce soir. Côte d'Ivoire, un prêt de 2 milliards d'euros prêté par la France pour construire le métro d'Abidjan. Madagascar, une épidémie de peste sévit actuellement entraînant 24 décès en un mois. Au Moyen-Orient, le gouvernement palestinien se réunit à Gaza, une première depuis 2014. Aux États-Unis, les États-Unis expulsent 15 diplomates cubains. Nous revoilà sur le plateau, partons en Afrique. En Côte d'Ivoire, alors qu'elle traverse une impasse sécuritaire couplée à la chute des prix du cacao, avec pour conséquence une incertitude d'économie, la Côte d'Ivoire vient de bénéficier d'un appui financier de la France de 2,1 milliards d'euros, environ 1394 milliards de francs CFA, étalés sur la période de 2017 à 2020. Plus de précisions dans le reportage. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères en visite en Côte d'Ivoire pour relancer les échanges avec l'Afrique. Le patron de la diplomatie française a plaidé pour la refondation du lien entre Paris et les pays africains. Une nécessité alors que la part de marché de la France dans le continent s'est effondrée ces 15 dernières années. Elle ne représente plus que 4%, tandis que celle de la Chine a bondi à 22%, a rappelé le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Le ministre Le Drian a annoncé un prêt de 2 milliards d'euros à la Côte d'Ivoire sur 3 ans. De l'argent qui sera notamment utilisé pour la construction de la ligne de métro d'Abidjan par l'entreprise française POUC. La visite en Côte d'Ivoire du ministre français des Affaires étrangères s'inscrit dans le cadre des rencontres économiques franco-africaines qui se sont ouvertes lundi à Abidjan. En Ouganda, des engins explosifs, vraisemblablement des grenades, ont visé mardi les demeures de 2 influents députés de l'opposition très critiqués du projet de suppression de la limite d'âge pour être élu président. La suite en images. Les demeures de 2 députés ougandais farouchement opposés à la révision de la limite d'âge pour être élu président ont été la cible d'une attaque mardi. Des grenades auraient été lancées sur leur maison. L'un d'entre eux, Bobby Wine, dit d'ailleurs avoir été la cible de plusieurs menaces anonymes depuis son engagement contre le maintien à la tête de l'État de Yoweri Museveni au pouvoir depuis 31 ans. J'ai reçu des menaces de mort. J'ai reçu des appels anonymes m'avertissant de cesser de m'opposer au retrait de la limite d'âge. Sinon, je serai tué. Le gouvernement dit ne pas être derrière ces explosions, alors que du côté de la police, on annonce l'ouverture d'une enquête après cet incident. La police est intervenue rapidement. Nous avons établi jusqu'à présent que ce sont des grenades fabriquées en usine et leur effet sur les victimes n'est ni important ni fatal. La semaine dernière, les députés de l'opposition et de la majorité en sont venus aux mains au Parlement lors d'une séance consacrée à la limite d'âge pour être élu président. À Madagascar, une épidémie de peste sévit actuellement. La maladie, qui se développe sous forme pulmonaire et bubonique, a entraîné 24 décès en un mois, selon un dernier bilan établi samedi. En lien avec l'OMS, les autorités prennent les mesures d'urgence pour lutter contre la maladie. Regardons le reportage. En pleine épidémie de peste, le gouvernement malgache met les bouchées doubles pour tenter d'enrayer la maladie. D'autres cas sont attendus dans le pays, assurent les autorités. Pour ce faire, des mesures d'urgence ont été mises en place. Les salles de classe sont désinsectisées, les réunions et manifestations interdites. L'objectif à terme est de faire baisser considérablement le taux de propagation de cette maladie. On est en période épidémique, ça veut dire on est en pleine période de saison pesteuse, il y aura encore des cas. Il y aura encore des cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cas semble augmenter, mais on arrive à maîtriser les cas qu'on a pu identifier. Depuis 1980, la peste réapparaît presque chaque année à Madagascar, généralement d'octobre à mars. Cette chose-là, c'est pour capturer des rats, pour éliminer les puces des rats. Quand les rats sentent l'odeur du poisson et de l'oignon, ils entrent là-dedans et s'imprègnent du traitement.
Et quand ils ressortent, ils transportent chez eux le traitement et le transmettent à leurs congénères via leurs poêles. La saison pesteuse coïncide à celle des pluies. Elle a déjà fait au moins 24 morts depuis que le premier cas a été enregistré le 28 août dernier. Dans le reste du monde, au Moyen-Orient, le gouvernement palestinien se réunit à Gaza, une première depuis 2014. Le premier ministre palestinien, Rami Abdallah, a réuni son gouvernement dans la bande de Gaza mardi, censé matérialiser le retour de l'autorité palestinienne aux commandes de ce territoire aux mains du Hamas, une première depuis 2014. Les détails en images. Il n'avait pas foulé le sol de Gaza depuis 2015. Pour le Premier ministre de l'autorité palestinienne Rami Abdallah, l'enjeu de cette visite est de taille. Nous sommes venus avec des instructions et sous la supervision du président Mahmoud Abbas afin d'annoncer au monde depuis le cœur de Gaza que l'État palestinien ne peut pas exister ou être établi sans une unité géographique et politique entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Terminons le chapitre de la division avec tous ses détails et ses conséquences. Malgré les échecs répétés de ces dernières années, le gouvernement palestinien espère cette fois-ci réussir à mettre en place un gouvernement d'unité. Plusieurs milliers de Palestiniens épuisés par les rigueurs du blocus qui touche Gaza ont fait le déplacement pour accueillir le Premier ministre. Les jeunes de Gaza vivent dans une situation très difficile. Nous attendons cette réconciliation dans l'espoir qu'elle apportera plus d'opportunités de travail pour les jeunes générations. En tant que jeunes Palestiniens de Gaza, nous demandons au gouvernement de Rami Abdallah et d'Ismaïl Haniyeh de s'unir et de procurer des opportunités d'emploi aux jeunes pour que nous puissions être indépendants et vivre comme le reste du monde. Le conflit entre le Fatah et le Hamas commence en 2006, après la victoire du mouvement islamiste aux élections législatives. Des affrontements éclatent alors et la prise du pouvoir dans la bande de Gaza par le Hamas sépare de facto les territoires palestiniens en deux blocs. La Cisjordanie sous le contrôle du Fatah et la bande de Gaza contrôlée par le Hamas. En 2011, une tentative de rapprochement entre les deux factions menée par l'Égypte s'était soldée par un échec. En Espagne, parallèlement à la grève qui paralyse la Catalogne mardi, des centaines de milliers de personnes manifestent pour défendre leurs droits et protester contre les violences policières qui ont émaillé le référendum sur l'indépendance. La population catalane hurle sa colère. La suite en images. Une pluie de bulletins de vote devant le siège régional du Parti conservateur. Un geste symbolique pour ces Catalans pro-indépendance. Ils veulent ainsi dénoncer les violences policières qui ont émaillé le référendum de dimanche. Pour protester, les syndicats majoritaires ont également décidé de se joindre au mouvement de grève prévu avant le référendum par les syndicats minoritaires. Résultat, Barcelone et sa région tournent au ralenti. D'habitude très animée, la place de Catalogne est quasi déserte. Dans le métro, seule une rame sur deux circule aux heures de pointe, apparemment supportable pour les usagers. J'ai attendu 5 minutes au lieu de 3 en temps normal. Je ne peux donc pas dire que la grève m'a affectée ce matin. Transport, mais aussi port, université, musée, opéra. La grève est pourtant suivie jusque chez les employés de la célèbre Sagrada Familia. Le FC Barcelone a lui aussi répondu présent. Ni les équipes professionnelles ni celles des jeunes ne s'entraîneront mardi. Les organisateurs veulent faire de cette journée de mobilisation une démonstration de paix. Pour le président de la région, l'enjeu est important. Carles Puigdemont veut montrer que toute la société le soutient dans son bras de fer contre Madrid. En Pologne, nouvelle action des Polonaises pour défendre leurs droits à l'avortement. 3 semaines après avoir fait plier le pouvoir sur un projet de loi ultra restrictif, les femmes sont de nouveau descendues dans les rues à travers le pays. Elles réclament le droit à une éducation sexuelle, mais aussi à l'égalité entre hommes et femmes, ainsi qu'à un État laïque. Les précisions en images.
Mardi noir en Pologne pour le droit à disposer de son corps. Des dizaines de milliers de Polonaises habillées de noir ont pris d'assaut les rues de Varsovie hier soir pour défendre leurs droits. Il y a tout juste un an, elles avaient pu empêcher une réforme du droit à l'avortement déjà très restrictif en Pologne. Cette fois-ci, elles dénoncent la limitation de l'accès à la pilule du lendemain, l'arrêt du programme national du financement de la fécondation in vitro et surtout une proposition de loi limitant encore un peu plus le droit à l'IVG. Les pro-life souhaiteraient que les malformations des fœtus ne figurent plus dans la loi autorisant l'avortement. Je suis née dans un État séculaire et j'aimerais qu'il le reste. Mais la religion est une affaire privée. Je ne suis absolument pas d'accord avec le fait que le point de vue catholique soit imposé à tous les citoyens de ce pays, explique Agata. En Pologne, l'avortement n'est autorisé qu'en cas de viol, d'inceste, de danger pour la vie de la mère ou de malformation irréversible du fœtus, et seulement depuis 1993. La Nobel de la paix, l'avocate iranienne Shirin Ebadi, a apporté son soutien aux femmes polonaises. Dans la manifestation, elle a expliqué que les femmes du monde entier ne faisaient qu'une seule voix, ne devaient faire qu'un front et qu'elles ne devaient pas se taire. Aux États-Unis, l'administration Trump a ordonné ce mardi l'expulsion de 15 diplomates de l'ambassade de Cuba à Washington. La semaine dernière, elle avait annoncé le rapatriement de la moitié du personnel diplomate américain en poste à La Havane, capitale de Cuba. Les détails en images. L'administration Trump expulse 15 employés de l'ambassade de Cuba à Washington, provoquant la colère des autorités de La Havane. Une crise diplomatique qui serait la conséquence directe de l'incapacité de Cuba à protéger les diplomates américains de La Havane de mystérieuses attaques acoustiques et électromagnétiques. Les diplomates cubains expulsés ont désormais 7 jours pour quitter le pays. Ce n'est pas une punition, s'est défendu la porte-parole du ministère de la diplomatie. Nous ne disons pas que Cuba est responsable de ces attaques, soyons clairs. Mais Cuba a une responsabilité d'assurer la sécurité de nos diplomates et de leurs familles, selon la Convention de Vienne. Le chef de la diplomatie cubaine estime, lui, que cette décision est injustifiée, infondée, inacceptable. Il a appelé Washington à cesser de politiser ce sujet et l'estime responsable de la détérioration des relations bilatérales. Le rapport d'enquête fourni par les États-Unis a amené le comité d'experts cubains à conclure que l'enquête est à ce stade insuffisante, dit-il, et que le manque d'accès direct à ceux qui ont été victimes des attaques et aux médecins qui les ont examinés sont les premiers obstacles rencontrés pour tenter de clarifier ces incidents. Depuis fin 2016 jusqu'à août dernier, 22 diplomates américains, selon un nouveau bilan annoncé hier, ont subi des lésions importantes en raison de ces attaques. Certains ont dû être rapatriés et soignés aux États-Unis. 5 familles canadiennes ont également été touchées. Restons aux États-Unis, à Porto Rico. 2 semaines après le passage dévastateur de l'ouragan Maria, Donald Trump s'est rendu pour la première fois à Porto Rico mardi 3 octobre. Accompagné de son épouse, Melania Trump, le président américain a rencontré Carmen Yulín Cruz, la maire de San Juan, capitale de ce territoire associé aux États-Unis, qui lui a reproché de ne pas faire le nécessaire pour les sinistrés. Suivons le reportage. Certains des habitants les plus pauvres de Porto Rico ne font aucun commentaire sur la visite du président américain pour une simple raison. Sans électricité, ils n'ont pas pu la suivre. On n'a pas de lumière, pas d'eau courante. On a tout perdu jusqu'au lit. Dans ce quartier ouvrier, les progrès sont lents à venir. Pourtant, ici, les dégâts sont considérables. 2 semaines après le passage de l'ouragan, certains attendent toujours de l'aide. Qu'est-ce qu'elle pourrait changer pour vous, cette visite du président ? Franchement, je n'en sais rien. Il commence à pleuvoir un tout petit peu, quelques gouttes d'eau à peine. Pourtant, certains ici nous affirment que cela peut avoir des conséquences désastreuses, surtout pour les personnes les plus durement touchées par l'ouragan Maria. Dans cette zone, de nombreuses maisons ont perdu leur toit, arrachés par les vents, et ils n'ont pas été remplacés. Leurs propriétaires restent totalement exposés aux éléments. Ce n'est pas facile de vivre sans toit. Je ne le souhaite vraiment à personne. Moi, je suis un adulte, mais il y a des enfants qui sont sans toit. Et ça, c'est très préoccupant. Il faudra attendre des semaines, voire des mois avant de pouvoir mesurer l'impact de la visite présidentielle.
Sans intervention rapide, Porto Rico risque de s'enfoncer toujours un peu plus dans l'une des pires crises de son histoire. Restons aux États-Unis, à Las Vegas, l'heure est au recueillement. Des bougies, des larmes, des étreintes en mémoire aux victimes de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire américaine. Dimanche soir, alors que des centaines de personnes assistent à un concert en plein air, une rafale de tirs s'est fait entendre, mettant en deuil plusieurs familles. Suivons cela en images. À Las Vegas, l'heure est au recueillement. Des bougies, des larmes, des étreintes, en mémoire aux victimes de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire américaine. Dimanche soir, alors que des centaines de personnes assistent à un concert en plein air, une rafale de tirs se fait entendre. Pendant de longues minutes, un homme, Stephen Paddock, vise la foule depuis la fenêtre de sa chambre au 32e étage d'un hôtel. Bilan, au moins 59 morts et 527 blessés. Les raisons qui ont poussé ce retraité sans histoire à passer à l'acte restent un mystère. Nos détectives enquêtent sur les éléments qui pourraient expliquer les motivations de Stephen Paddock et de toute autre information pertinente qui nous aiderait à nous éclairer. Nous avons pu récupérer 23 armes à feu dans sa chambre d'hôtel et 19 autres dans sa maison dans le Nevada. Le lendemain de l'attaque, c'est l'État islamique qui décide de s'immiscer dans l'affaire en revendiquant la fusillade. Selon l'organisation terroriste, Stephen Paddock se serait converti à l'islam quelques mois plus tôt. Une revendication loin d'être prise au sérieux par les enquêteurs. Aux États-Unis, le débat sur la détention des armes à feu est déjà réouvert. Merci d'être resté avec nous. Bonne suite de programme à vous sur la TFC et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse.